Au sommaire de ce journal, inauguration de l'usine Sika Côte d'Ivoire, filiale du groupe suisse Sika, l'un des leaders dans la fabrication de produits du bâtiment. Cette usine est située dans la zone industrielle de Yopougon. Foncier rural et exploitation minière, Abidjan accueille les assises nationales. Les experts sont invités à faire des propositions d'articles en vue de contribuer au débat citoyen. Enfin, dans le secteur de l'enseignement, il s'est ouvert dans la capitale économique ivoirienne un colloque sur le genre et la croissance. À l'initiative, l'UEMOA, les ministères ivoiriens, à travers l'UNCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée. Mesdames, Messieurs, Business 24 Africa vous dévoile l'actualité du jour. Soyez les bienvenus. Intéressons-nous au secteur de l'industrialisation pour débuter cette édition. Sika Côte d'Ivoire, filiale du groupe suisse Sika, l'un des leaders de la transformation de produits du bâtiment, a inauguré ce 25 novembre son usine dans la zone industrielle de Yopougon. Une délégation ministérielle était présente à cette cérémonie pour justement féliciter l'investisseur pour sa confiance placée dans le système des affaires en Côte d'Ivoire. On en sait plus dans cet élément de Walter Kofi et Marie Sissiri. Un géant vient de se positionner au cœur de la zone industrielle de Yopougon, lieu d'attraction des manufacturiers à travers le monde. Sika Côte d'Ivoire, la première entreprise à transformer de manière locale des produits destinés au BTP. À l'occasion de son inauguration, une délégation ministérielle a pu s'acquérir des potentialités de cette usine. Étendue sur des centaines de mètres carrés, l'usine Sika Côte d'Ivoire dispose de 4 unités de production, notamment en adjuvant, mortier, poudre et silicone, des produits essentiels dans le renforcement et la protection dans le secteur de la construction. En plus de l'usine, son plateau technique comprend un laboratoire qui s'accompagne d'une zone d'essai et de stockage. L'entreprise a déjà participé à plusieurs travaux de grande envergure, dont la construction du stade MBP et le nouveau échangeur de Marcory. Des performances saluées par le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'entretien routier. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le domaine de la construction, les produits Sika sont des produits extrêmement importants. Dans la mise en œuvre donc, du béton, c'est-à-dire si on ne veut pas que le béton il durcisse vite, si on veut que le béton soit plus liquide, on utilise ce type de produit. Lorsque vous allez construire des maisons, pour pouvoir poser les carreaux, vous allez utiliser donc de la colle. Et cette colle aussi est produite dans cette unité-là. Donc il était important que nous venions donc non seulement au titre du ministre de l'Industrie, mais aussi à notre nom personnel, pour pouvoir constater ce qui est fait. Quant au ministre Bruno Koné, en charge du logement, il reste enthousiaste pour les acteurs du secteur de la construction grâce au projet du gouvernement qui consiste à la construction de 1500 logements sociaux. Il s'agit essentiellement de l'intensification du projet, du programme, le programme présidentiel de construction de logements sociaux. Nous sommes en train de travailler avec Monsieur le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur diverses approches pour relancer durablement ce projet, pour permettre de réaliser au minimum 150 000 logements sur les 5 prochaines années et réduire le plus que nous pouvons le déficit de logement en Côte d'Ivoire qui se chiffre aujourd'hui encore entre 500 et 600 000. Notons que Sika Côte d'Ivoire est une filiale du groupe suisse Sika, un leader dans la chimie du bâtiment. Le groupe est présent dans 101 pays et depuis 2014 en Côte d'Ivoire. L'entreprise détient plus de 300 usines à travers le monde. Cette première usine en Côte d'Ivoire renforce la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse qui participe au développement de l'écosystème économique ivoirien avec une trentaine d'entreprises installées en Côte d'Ivoire. African Foodies Industries a procédé au lancement de sa gamme de produits alimentaires sous la marque Foodies ce jeudi 25 novembre à Abidjan. Cette entreprise ivoirienne fabrique des jus sans conservateur à partir de fruits locaux. Elle entend conquérir rapidement le marché ivoirien afin d'exposer ses produits dans la sous-région. Mireille Abalé et Ezekiel Siri.
Passion, ananas, gingembre, corosol, baobab, bissap et morito, toute une gamme de jus produite par African Foodies Industries sous la marque Foodies. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a servi de cadre au lancement officiel de ce produit agroalimentaire. L'objectif, faire connaître les produits de la marque et leurs spécificités. Africa Foodies Industries est une entreprise de transformation agroalimentaire qui produit des jus de fruits naturels et un service de restauration. Nous existons depuis 2018, on est déjà présent sur le marché et on a voulu organiser ce lancement officiel pour nous faire connaître non seulement des institutions, mais également de toutes nos potentielles cibles. Depuis sa création en 2017, African Foodies Industries bénéficie de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'Agence Côte d'Ivoire PME et la GIZ. Un appui inestimable qui lui permet aujourd'hui de s'affirmer et d'entamer une marche pour devenir un champion national de l'agro-industrie. Comme d'abord, de facto, toutes les sociétés en Côte d'Ivoire sont ressortissantes de la Chambre de commerce et d'industrie. Et deuxièmement, nous avons un programme d'appui à la petite entreprise et à l'agro-transformation. C'est dans ce cadre-là que nous avions managé, accompagné Foodies Industries. Cette marque est passée au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire PME dans le cadre d'un programme d'appui. Et par son activité, l'accompagnement que l'agence a apporté à cette structure a permis vraiment de faire avancer l'activité au niveau de cette entreprise. Cette cérémonie de lancement donne le top départ officiel des activités de l'entreprise. S'en suivront une caravane d'animation à travers les communes d'Abidjan, l'Expo Foodies Day et la soirée cocktail by Foodies. Poursuivons ce chapitre avec la filière mangue. Il s'est tenu ce 25 novembre à Abidjan une rencontre thématique sur la compétitivité de la filière agro-industrielle de la mangue. Cette rencontre organisée par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ONCE vise à suivre l'évolution de la filière dans ses différentes composantes au cours des années à venir. Il s'agit d'une assise qui a réuni tous les acteurs de la filière de Côte d'Ivoire. La mangue est très appréciée par les consommateurs locaux de la sous-région et de l'Union européenne. Au-delà de la mangue fraîche qui est un produit de base, les produits transformés de la mangue représentent aussi d'importantes ressources, d'activités, d'emplois et de revenus. Malgré ces perspectives pour le développement de la chaîne de valeur de la mangue, de nombreux défis restent à relever pour une compétitivité plus renforcée de la filière. La filière présente d'énormes potentialités de développement, ce qui motive le gouvernement et les partenaires au développement à lui accorder désormais plus d'attention. Toutefois, il importe de souligner que, malgré les perspectives prometteuses, de sérieuses menaces planent sur la durabilité de la filière. Il est primordial de les relever pour que des solutions appropriées soient recherchées, toute chose qui justifie l'intérêt de la présente rencontre. La rencontre de ce jour entre les acteurs de la filière et l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, l'ONCE, offre l'opportunité aux experts de passer en revue les problématiques majeures de la filière et proposer des solutions. Beaucoup de défis à relever, d'abord au niveau de la qualité, de la quantité de la production. Certes, aujourd'hui, nous produisons environ 180 000 tonnes, mais il y a encore des efforts à faire pour pousser. Mais malgré cette production, il y a beaucoup de pertes. Les pertes post-récolte de la production sont de l'ordre de 40%, ce qui est très élevé. Donc c'est un des premiers défis. Ensuite, les parasites du verger, les mouches de fruits sont encore d'autres phénomènes qui contrarient la production. On produit, mais avec les mouches de fruits, il y a beaucoup de pertes. Et ensuite, en termes d'écoulement du produit aussi, toutes les régions du pays ne sont pas approvisionnées, donc il faut entreprendre des actions pour que la mangue arrive sur tous les marchés. Les travaux de cette rencontre thématique sur la compétitivité de la filière de la mangue ont été ouverts par le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances. Rappelons que la mangue est la troisième culture de rente
après le coton et l'anacarde, et le deuxième fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire après la banane. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Tima Traoré. Tout autre chose à présent dans cette édition. Le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PASSIR 2 est entré dans sa phase active en janvier dernier. L'un des composants de ce programme est l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises. Ce jeudi 25 novembre, l'ADCI entendait, Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, agent exécutant dans cette partie du PASSIR 2, a présenté son programme lors d'une conférence de presse. Composé d'un ensemble d'outils structurants, ce programme vise à accompagner 150 TPME. Issa Badini et Ismaël Doza. Nous vous attendons, nous avons pour mission de vous accompagner et nous sommes prêts. C'est en substance le message de l'ADCI, Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, à l'endroit des très petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur de l'anacarde, les fruits, le manioc, le caoutchouc plastique, le coton textile et l'éthique, lors de cette conférence de presse de présentation des programmes d'accompagnement. Fruit du PASSIR 2, programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, ce programme est doté d'un fonds de 2 millions d'euros, environ 1,5 milliard de francs CFA. Une enveloppe qui, selon le DG de l'ADCI, a déjà permis à son organisation de mettre les pieds à l'étrier. On sait aujourd'hui que 70 entreprises ont adhéré au programme, ont été accompagnés, on a fait l'état des lieux. Il y a un plan de mise à niveau qui a été dressé pour chacune des entreprises. Ce plan de mise à niveau est en exécution maintenant. Qui dit PASSIR dit accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, dont la phase 2 est active depuis janvier 2021. Présent lors de cette conférence de presse, les représentants de l'Union européenne se disent rassurants quant à la matérialisation du programme. Nous sommes satisfaits de voir que ce programme est bien lancé désormais. Voilà, il y a toute une phase de mise en œuvre, d'organisation d'équipe. Et puis après, il faut recruter des candidats à ce programme. Donc l'ADCI nous a fait le point pour nous rassurer. Ce sont 150 TPME qui seront assistés structurellement par l'ADCI lors de cette campagne. À ce jour, 68 entreprises ont adhéré au programme, parmi lesquelles WAP, une entreprise de valorisation des déchets industriels. Aujourd'hui, nous avançons progressivement vers l'établissement d'un business plan qui nous permettra d'aller sur le marché financier pour lever des fonds plus importants et agrandir, comment on appelle ça, les activités de l'entreprise. D'un montant global de 9 millions d'euros, soit 5 milliards 900 millions de francs CFA, le PASSIR 2, outre l'accompagnement des TPME, intervient également dans le renforcement des organisations intermédiaires et l'amélioration de l'environnement des affaires à travers la rationalisation du cadre réglementaire. Le but final étant de rendre compétitives à l'échelle régionale voire continentale les entreprises de Côte d'Ivoire. Intéressons-nous au secteur foncier rural. Les assises nationales sur le foncier rural se sont ouvertes ce 25 novembre 2021 à l'espace Latri Event à Abidjan. Les experts sont invités à faire des propositions d'articles, des propositions qui devront contribuer au débat citoyen sur les problématiques foncières rurales en lien avec l'exploitation minière. Philippe Zabo et Valentin Kra. Ces experts sont réunis à Abidjan pour 2 jours. Car il y a urgence en Côte d'Ivoire. La situation du problème foncier en lien avec la situation minière est intenable au pays. En ouverture de ces assises nationales sur le foncier en Côte d'Ivoire, le diagnostic présenté inquiète. L'exploitation minière clandestine bouleverse l'environnement et la paix sociale au-delà de ce que l'agriculture a pu créer comme méfait. Conséquence, la pression foncière et les conflits sont monnaie courante dans le pays profond. Et les témoignages des gardiens de la tradition foisonnent. Je l'ai dit, il faut que l'exploitation, il faut que la sensibilisation soit accrue pour que nos parents se rendent compte que même quand tu as ton terrain, puisqu'on nous fait dire que c'est la surface de la terre là qui est pour nous, le sous-sol est pour l'État. Mais ça là, il faut que le parent sache. Et dis moi j'ai mon terrain, je l'exploite comme je veux. En plus, la clandestinité nous apporte énormément de problèmes.
l'insécurité, la prostitution, la destruction des terres, et puis je peux dire le manque à gagner même sur le plan financier, parce que l'exploitation clandestine, c'est ni vu ni connu. Il a vu le parent, il a fini, il lui a donné quelque chose, lui, il disparaît. Mais qui réhabilite la terre? Personne. Lui, il a fini, lui, il est parti. Les assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire se proposent justement, dans une perspective pluridisciplinaire, de faire des recommandations. On se rend compte qu'il y a de nombreux conflits qui ne sont pas suffisamment traités du fait que la pratique ou les pratiques sur le terrain posent de sérieux problèmes. Tout à l'heure, dans nos messages, vous avez bien entendu le fait qu'il y a effectivement la reconnaissance des droits coutumiers sur l'appropriation foncière en Côte d'Ivoire qui est reconnue par la loi 98. Malheureusement, on se rend compte que sur ces mêmes terres, il y a des permis qui sont délivrés à l'insu, parfois à l'insu, des détenteurs coutumiers, de droits coutumiers. Les assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, dont le thème est l'exploitation minière et le domaine foncier rural, se referme ce vendredi. La rencontre est à l'initiative conjointe de INADES Formation, du laboratoire juridique du foncier de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et de la plateforme Alerte. Apporter une réponse à la problématique de financement des petites et moyennes entreprises malgré leur pourcentage élevé dans le tissu économique. C'est la motivation de l'atelier d'information sur le dispositif de financement PME-PMI dans l'UEMOA de la BCAO, tenu à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Institutions financières, PME et structures d'accompagnement ont été sensibilisées. Walter Kofi et Tima Traoré. Désormais, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, se tient aux côtés des petites et moyennes entreprises ivoiriennes dans le processus d'accès au financement. Un accompagnement rendu possible grâce à son dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'espace UEMOA. Cette initiative a réuni établissements financiers, banques et organisations PME dans le but de mieux comprendre les enjeux de ce programme. Au cœur de sa stratégie, la BCEAO a misé sur le refinancement des crédits consentis par la banque auprès des PME. À cela, on assiste à une multiplication des structures d'appui et d'encadrement SAE dont la principale mission est d'aider les PME à satisfaire les conditions d'éligibilité au financement et veiller à une bonne utilisation du crédit bancaire. Il s'agit lors de cette rencontre de sensibiliser toute la chaîne de valeur financière sur ce dispositif qui paraît encore peu connu et à côté duquel se tient le Comité national d'identification des structures et d'encadrement CIAE. Aujourd'hui, nous sommes à un premier point d'étape sur 2 années d'activité avec les différentes composantes du dispositif BCEAO. Donc, nous avons voulu avoir cet échange pour recueillir principalement des recommandations pour dynamiser ce dispositif qui permet et qui facilite l'accès des PME au crédit. Et déjà sensibiliser aussi nos PME afin de leur faire comprendre l'opportunité qu'il y a, disons, à intégrer ce dispositif qui devrait leur permettre aussi de mieux se structurer, de mieux s'organiser. Alors dans le cadre de ce dispositif, je pense déjà que premièrement, il faudrait procéder à la phase de sensibilisation des parties prenantes, aussi bien du système bancaire que du tissu, donc des PME qui en sont les principales bénéficiaires. Notons que ce dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'espace UEMOA a officiellement été lancé en août 2018 en Côte d'Ivoire sous la co-tutelle du ministère en charge des PME. De 71 en 2018, on dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire 225 structures d'appui et d'encadrement comprenant des centres de gestion et experts comptables agréés. On l'annonçait en titre, il s'est ouvert à Abidjan un colloque sur le genre et la croissance. Cette rencontre internationale organisée par l'UEMOA à travers l'École nationale de statistique et d'économie appliquée a pour objectif de tirer profit du dividende genre en vue d'accélérer la croissance économique en zone CEDEAO. Mireille Abalé et Doumbia Ayouba nous en parlent.
On estime à environ 30% du PIB les pertes économiques résultant de la marginalisation des femmes dans les pays ouest-africains. La persistance des inégalités du genre a ainsi motivé l'ouverture d'un colloque international sur le genre et la croissance. Égalité de genre pour une croissance accélérée en zone UEMOA, sur quel levier agir? C'est autour de ce thème que se sont réunis experts, chercheurs et responsables des politiques publiques de la zone UEMOA ce jour. Objectif général, s'appuyer sur les évidences scientifiques pour promouvoir la prise en compte du genre dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Nous avons pensé que ce colloque était utile, c'est la raison pour laquelle nous l'avons initié. Et comme vous le verrez, le thème est quand même insolite. Il s'agit d'œuvrer à la réduction des inégalités comme levier pour booster la croissance. Parce que jusqu'ici, lorsque l'on parle de la question du genre, on pense que c'est uniquement celle des droits humains. Alors qu'en fait, les inégalités réduisent la performance économique des États. Meublé de panels d'échange, ce cadre a permis la présentation du projet, tirer profit du dividende genre pour accroître la croissance économique en zone CEDEAO, étude conduite par l'UNCA et le CRDI. Et nous avons regardé, analysé cette question du genre-là selon 3 grands aspects. Le premier, c'est la budgétisation sensible au genre. C'est comment est-ce que les États prennent en compte valablement la question du genre dans les différentes politiques de développement, dans leur budget. Parce que la prise en compte dans le budget permet de traduire en action les politiques prévues dans les plans de développement. Pour rappel, cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre l'UEMOA, le ministère du Plan et du Développement, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est admis qu'une plus grande utilisation des résultats de la recherche permettrait d'accélérer le progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, à l'échéance fixée. Le temps semble donc opportun pour la promotion du débat sur la prise en compte du genre dans les politiques publiques. La cérémonie de graduation de la 10e promotion du Programme for Management Development de la M2 Business School s'est tenue le week-end dernier à Abidjan. Après 9 mois de formation, ce sont au total 74 managers qui ont reçu leur certificat PMD. Grâce à cette formation, les lauréats ont pu développer leurs compétences managériales et leur leadership. Konena Nourgo nous fait le point. Excellence, innovation et performance. C'est l'objectif recherché par ces 74 managers et entrepreneurs au sein de leurs entreprises respectives. Ils viennent de terminer une formation de haut niveau de 9 mois à la M2 Business School sur le PMD, Programme for Management Development. Ce jour, à l'occasion de cette cérémonie de graduation, cette 10e promotion reçoit les certificats. Un moment de joie pour ces 74 récipiendaires. C'était une expérience vraiment très enrichissante. Personnellement, j'ai tiré beaucoup de profit. Et comme le dit le slogan de M2E, je pense que nous sommes aujourd'hui aguerris. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettront d'impacter positivement non seulement nos entreprises, nos familles, mais nous-mêmes et par ricochet nos pays et pour le développement de nos pays. C'est un sentiment de fierté. Je suis extrêmement honorée. M2E nous a fait l'honneur déjà de nous accueillir au sein de sa famille, de nous inculquer les outils de gestion les plus modernes possibles. Ce fut une expérience très particulière parce qu'elle s'inscrit dans un contexte très particulier aussi, à savoir la situation post-Covid. Le PMD est un standard international réalisé par la M2 Business School en collaboration avec l'IEC Business School de Barcelone. Il vise à aider les participants à développer des compétences managériales et de leadership. Cette cérémonie de remise de certificats, c'est aussi l'occasion pour les organisateurs de célébrer le mérite des participants. Vous avez l'honneur d'appartenir à cette promotion emblématique, symbolique, historique. La 10e promotion. Quelle chance, c'est pas tout le monde d'ailleurs. La M2 Business School est une école de commerce. Elle s'est engagée à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations.
En plus du PMD, cette école dispose de 3 autres programmes aux standards internationaux. Il s'agit de Advanced Management Program, Program for Leadership Development et le Public EMP. Le président du Fonds international de développement agricole, en abrégé FIDA, était récemment dans la ville de Divo où il a salué les efforts de l'organisation des sociétés coopératives de cacao ainsi que le travail des planteurs dans les zones rurales. Le président du FIDA était accompagné par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Retour sur les temps forts de leur visite à la coopérative agricole Unité de Divo. Le président du Fonds international de développement agricole FIDA, Gilbert Humbo, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenankwasi Adjoumani, en visite d'imprégnation dans la filière cacao de Divo. Comme ici, au nouveau siège d'une coopérative de cacao, la coopérative agricole Unité de Divo Code, membre de l'Union des sociétés coopératives de Kimbe et Kokim. La délégation s'est ensuite rendue dans une plantation de cacao d'un planteur de la Côte dans le village d'Amanikro, situé à 13 km de Divo. S'ensuit le processus de cueillette du cacao, d'extraction des fèves et de leur fermentation, la fabrication de dérivés de boissons de cacao fermentés et le compostage des cabosses de cacao pour en faire de l'engrais bio. La personne qui casse le plus de cabosses, la bouteille vient tomber devant lui. Au contact des réalités des planteurs et des efforts d'organisation des coopératives, Gilbert Humbo a encouragé ces acteurs privés de la filière cacao à poursuivre leurs efforts d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Avec le soutien des autorités publiques, mais ça démontre aussi du côté organisationnel, du sens aussi de l'entreprise privée par justement le mouvement coopératif. Et ça, je crois que c'est un élément, un dispositif essentiel. Au terme de cette visite, le PCA de la coopérative agricole Unité de Divo s'est félicité des actions menées pour faire avancer la filière cacaoyère. Au départ, nous étions 200 producteurs. Actuellement, nous sommes à 1300 producteurs. Nous avons une potentialité de 2000 tonnes. Et cette année, nous avons produit 1500 tonnes de cacao avec 250 tonnes de cacao bio. Nous sommes leaders sur le plan national en bio. Notons que le FIDA est une institution spécialisée du système des Nations Unies. Il a été créé en décembre 1977. Il est une banque d'aide au développement avec pour vocation d'aider financièrement au développement agricole et rural dans les pays en développement. Il se donne pour mission de combattre dans ces pays la faim, la malnutrition et la pauvreté. C'était un reportage signé Jonas Zagoki et commenté par Pierre Tebeu. À Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une délégation du Comité national de lutte contre la contrefaçon a séjourné durant 2 jours dans la capitale régionale du Tongpi. Il s'est agi pour l'organisation de mener une campagne de sensibilisation contre les produits contrefaits. Grande articulation, un panel suivi d'échanges pour mettre à nu les dangers de ce fléau. Théodore Kanga. La contrefaçon tue. Les consommateurs sont exposés à plusieurs dangers, au nombre desquels les pathologies et l'effondrement de l'économie des ménages et partant celle du pays. Les produits contrefaits coûtent plus cher que les originaux. Les vrais produits durent plus longtemps et sont efficaces, contrairement aux faux qui ont une durée non seulement éphémère, mais aussi inefficace, qui pousse le consommateur à en acheter plusieurs. En plus de cela, la contrefaçon est un poison qui réduit l'espérance de vie, surtout dans le secteur pharmaceutique. Une autre conséquence de la contrefaçon, et non des moindres, la fermeture des entreprises, une des causes du chômage. C'est qu'au niveau, par exemple, du secteur pharmaceutique, l'État paie à peu près 50 milliards par mois, par an. 50 milliards de nos francs par an dû au phénomène de la contrefaçon. Et je pense que 50 milliards, c'est beaucoup. Et au-delà même des chiffres, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, partout des usines qui ont fermé.
On avait à l'époque des usines dans le textile, hein, à Dembokro notamment avec Utexi, à Boaké avec Gonfreville, à Goville avec Otivo et puis Univax. Donc c'est autant dire que c'est un fléau qu'on doit combattre. Et comme je le disais, on ne peut pas le combattre en restant en vase clos. Il faut le combattre avec tout le corps social. Et c'est en cela qu'on demande à la population de nous donner les informations pour qu'ensemble on puisse lutter efficacement contre ces fléaux. La lutte contre la contrefaçon doit être l'affaire de tous. Souvent les gens pensent que la lutte est réservée aux forces de défense et de sécurité seules ou aux agents du ministère du Commerce, mais la lutte est réservée à toute la population. Les auteurs des produits contrefaits sont passibles à des poursuites judiciaires avec de lourdes peines d'emprisonnement et de fortes sommes d'amende. La caravane a sillonné les rues de Mans avec à la clé la distribution de prospectus. Après Mans, la caravane va s'étendre à d'autres localités du pays. Rendons-nous à 18 km de Yamoussoukro, plus précisément dans la commune d'Atié-Guakro. Le week-end dernier, le conseil municipal d'Atié-Guakro tenait sa 4e session ordinaire, la dernière de l'année 2021. Occasion d'adopter son budget primitif de l'exercice 2022 pour un montant de 181 millions de francs CFA. Charles Kouakou et Mondésir Nascimento. Ce dernier conseil municipal de la commune d'Atié-Guakro a vu la présence de l'ensemble des membres du conseil et celle du corps préfectoral ainsi que des représentants de la population, tous autour du maire de la commune, Kwame Kwaku Jérôme. À cette occasion, a été adopté le budget primitif de l'exercice 2022 pour un montant de 181 millions de francs CFA. Ce budget est en baisse par rapport à l'exercice 2021. Au cours de ce conseil, d'autres aspects de développement et du bien-être de la population ont été abordés, notamment la construction du centre culturel, le marché, les écoles, le reprofilage lourd avec traitement de points critiques de certaines voies et l'ouverture d'autres voies, ainsi que des travaux d'assainissement et l'achat d'un véhicule de salubrité. Je crois qu'on ne dispose pas de potentiel marché où on peut tirer des taxes pour pouvoir aider la mairie à évoluer, parce que la majeure partie de maires fonctionne avec fonds propres. Après la session, le conseil s'est rendu dans la cour de la mairie pour la remise de 583 tables-bancs d'une valeur de 14 millions de francs CFA aux écoles primaires publiques de la commune, réceptionnées par Kona Akissi Roland, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atié-Guakro. La remise aujourd'hui de 583 tables-bancs à l'ensemble des écoles primaires publiques de la commune s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement et de changements imposés par le conseil municipal, à laquelle j'ajoute des efforts personnels pour une école de résultats. Il s'agit notamment pour nous de soutenir manifestement le gouvernement dans son programme d'éducation pour tous. Le maire Kwame Kwaku Jérôme et les membres du conseil municipal se sont séparés avec la promesse de faire vivre aux enfants d'Atié-Guakro des moments magiques lors de la prochaine fête de Noël. Il s'est tenu récemment la 3e session du conseil municipal de Diawala au titre de l'année 2021. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le programme triennal 2022, 2023, 2024 a été adopté à l'unanimité. Ce programme comprend 13 actions et 20 opérations. C'était en présence du secrétaire général de la préfecture de Ouangolodougou, des maires de Ouangolodougou et de Niélé, ainsi que toutes les forces vives de la commune. Philippe Zabo nous commente ce reportage signé Daouda Ouattara. La 3e réunion ordinaire du conseil municipal de Diawala a drainé les populations afin de communiquer sur les projets réalisés ou en cours de réalisation. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du budget en recettes et en dépenses au 3e trimestre de l'année et l'examen et l'adoption du programme triennal 2022 2023-2024. Les maires de Ouangolodougou et de Niélé qui ont pris part au conseil ont expliqué que la solidarité, l'entente et l'union sont des facteurs de développement. C'est une initiative que nous avons prise pour montrer à nos populations que nous, à qui ils ont confié les destinées de nos cités, on veut travailler ensemble, partager nos expériences, et c'est le message qu'on veut donner aussi à la population, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est notre département, et c'est ensemble qu'on peut travailler pour le développement.
Comme on le dit dans le dicton, seul on va plus rapidement, mais ensemble on part plus loin. Donc nous, dans le département de Ouangolo, on veut aller plus loin, on veut développer davantage, on veut apporter beaucoup pour nos populations. Le maire de la commune de Diawala a annoncé la construction d'un dispensaire à Tiaplé et a félicité la population pour le déplacement. Au nom du préfet du département de Ouangolo-Dougou, le secrétaire général de la préfecture a traduit sa satisfaction à l'équipe municipale avant d'exhorter la population à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Dans nos politiques, après maintenant, c'est de faire en sorte que nous fédérons nos forces. Nous conjuguons nos efforts pour pouvoir développer, pour impulser le développement au niveau du département de Ouangolo. Nous sommes à la session du conseil municipal. Le conseil municipal agit sur une population. Et c'est en fonction de l'importance de cette population qu'on classe la commune. C'est en fonction de cette importante population qu'on donne les financements qu'il faut à la commune. Cette troisième session du conseil municipal a pris fin par une photo des familles avec les maires de Ouangolo-Dougou et de Niélé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, votre chaîne panafricaine d'information économique.